Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec une spécialiste de l'allaitement, Émilie Chevalier. Émilie est consultante en lactation IB-CLC, ce qui est gage de qualité dans la profession. Dans ce tout premier épisode avec une professionnelle, Milkshaker passe en revue 11 idées reçues qui circulent sur l'allaitement maternel et vous explique succinctement ce qui est vrai, faux et pourquoi. De mon côté, j'essaie de poser les questions comme si je ne savais pas du tout. C'est mon côté actrice studio. Belle écoute. Bonjour Émilie et bienvenue dans Milkshaker. Je te propose de te présenter rapidement pour que les mamans qui nous écoutent sachent qui tu es. D'accord. Alors moi à la base je suis infirmière et j'ai travaillé 5 ans en réanimation néonatale parce que j'étais passionnée par la prématurité et au bout de ma 4e année j'ai eu une petite fille que j'ai allaitée un peu par hasard et en fait je me suis pris au jeu et je me suis surtout aperçue que j'avais des conseils très différents d'un professionnel à l'autre. J'étais un petit peu perdue, j'ai trouvé beaucoup d'informations grâce à internet et je me suis dit que c'était pas tout à fait normal. Et du coup, j'ai choisi d'en faire mon métier et c'est comme ça que je suis devenue consultante en lactation. Ok, super. Alors aujourd'hui, on a décidé ensemble d'aborder les grandes idées reçues qui circulent sur l'allaitement maternel, ce que tout le monde veut bien dire ou entendre et qui est comme admis, et d'essayer d'en briser certaines ou d'en admettre d'autres. Pourquoi c'était un sujet qui te tenait à cœur ? Parce que c'est quelque chose qui revient énormément, qui est très ancré, il y a des choses qui persistent beaucoup, et donc que ça soit en préparation à l'allaitement ou même par la suite, c'est toujours quelque chose que j'ai plaisir à aborder, parce que je suis sûre qu'à un moment ou un autre, les mamans, elles auront entendu quelque chose en rapport avec ça. Ouais. Ok. Bon, alors on commence avec une question alimentation. Il est assez commun de dire que les mamans allaitantes ne peuvent pas manger tout ce qu'elles veulent parce que ça aurait un impact sur le système digestif ou leur bébé en général. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors déjà, la première chose, c'est quand on allaite, il faut vraiment se faire plaisir. Ok. C'est primordial. Bon, ça c'est déjà une bonne information, il faut continuer de se faire plaisir. Oui, et voilà, il faut essayer de manger varié, de tout, voilà. Mais le maître mot, c'est de se faire plaisir. Alors souvent, les mamans, c'est marrant parce que enceintes, elles vont manger des aliments, par exemple, épicés. Et une fois allaitantes, elles n'osent plus. Alors que le liquide amniotique, en fait, prend le goût et l'odeur de ce qu'on a mangé. Donc D'accord. Le bébé est déjà sensibilisé à ce genre de goût. Il a déjà l'habitude d'avoir des goûts très différents dans le ventre. Exactement. Donc en fait, une fois qu'on allaite, ça ne posera pas de problème. D'accord, mais alors parlons par exemple des épices. Outre l'aspect du goût, est-ce qu'on dit que les épices sur le système digestif, ça peut être un peu difficile à digérer, ça n'aura pas d'impact non plus ? Alors ça peut avoir un impact sur nous, puisque quand on mange les épices, on les digère. Donc effectivement, ça peut donner des maux d'estomac, etc. Mais il ne faut jamais oublier quelque chose qui est primordial, c'est que le lait est fabriqué à partir du sang, et pas à partir du contenu de l'estomac de la maman. D'accord, et donc il n'y a pas d'épices dans le sang, c'est ça ? Et c'est là qu'on comprend que les protéines de ce qu'on mange, une fois digérées, passent dans notre sang, mais du coup, ça va pas... Les fibres, par exemple, quand on mange des poireaux, voilà, c'est aussi une idée reçue, voilà, les poireaux, il y a des fibres, donc on peut avoir du mal à le digérer. Ça ne donnera pas de colique à un bébé. Les fibres ne passant pas dans le sang, ne passent pas dans le lait non plus. D'accord, ok. Voilà. Alors du coup, est-ce que malgré tout, il y a des aliments qu'il faut éviter de manger, ou alors qu'elles n'ont carrément pas le droit de manger ? Et pourquoi ? La seule fois où une maman ne peut pas manger un aliment particulier, c'est quand il y a une allergie alimentaire chez le bébé.
D'accord. Qui peut se traduire par des troubles digestifs, par exemple. Alors, c'est extrêmement varié. Ça peut se traduire par des reflux, des coliques très importantes. Les parents savent dire quand un bébé est plus inconfortable que ce que ça devrait être à la base. D'accord. Donc il faut se laisser guider par son instinct, c'est important, parce que c'est pas toujours très franc. Alors effectivement, on peut avoir des signes cutanés, de l'eczéma, on peut avoir des selles très liquides. À l'inverse, on peut avoir de la constipation, il peut y avoir des glaires dans les selles, du sang dans les selles, une stagnation de la courbe de poids. Parfois, au contraire, on a une très belle prise de poids, il n'y a pas de problème. C'est extrêmement divers et varié. D'accord, mais ce serait donc la seule raison pour laquelle il faudrait évincer un aliment de l'alimentation de la maman. Oui. Parce qu'après, il y a des aliments où il faut avoir une consommation raisonnable, par exemple le café. D'accord. Quand on allaite, on peut boire du café. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas boire 1 litre de café par jour, mais j'ai envie de dire que même une maman non allaitante, ça ne serait pas très conseillé. C'est à éviter. Mais effectivement, on peut boire 4-5 expressos dans la journée. Et... Alors, ça peut surexciter le bébé, c'est pour ça qu'il faut... surstimuler le bébé, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, observer son bébé. Effectivement, si on remarque avec 6 expressos, le bébé commence à être un peu agité. Voilà, là on peut se dire, bon, je peux réduire, mais à la base, c'est pas un aliment interdit, pas du tout. D'accord. Rien n'est interdit. Il n'y a plus d'histoire de listériose, de toxoplasmose quand on allaite, parce que même si on l'attrape, ça ne passe pas dans le lait, le bébé ne risque rien, et en plus, les traitements sont compatibles avec l'allaitement. D'accord. Ok, très bien. Ouais, parfait. Tout ce qui est choux et ces choses-là qui sont décrites comme... alors, qui donnent des gaz chez l'adulte, passons dans la partie glamour, mais qui, selon ce qu'on dit, seraient pas bons à consommer pendant l'allaitement parce que justement, ça donnerait des gaz et des coliques au bébé. Parce que ça fermente dans les intestins, mais quand nous les consommons, mais encore une fois, ça ne fermente pas dans le sang, donc ça ne fermente pas dans le lait. Ok, très bien. Donc, pour résumer, une alimentation variée. La plus équilibrée possible, voilà, effectivement, mais on se fait plaisir. On limite le café. Oui, voilà. On limite un peu le café, on peut baisser un peu sa consommation alors, attention, habituelle. Parce que par exemple, dans les boissons gazeuses, alors je ne citerai pas de marque, mais certaines contiennent beaucoup de caféine, et faire attention parce que ça compte aussi dans la quantité totale sur la journée qu'on va prendre. Ok, et on dit aussi parfois que les boissons gazeuses, c'est pas bon pendant l'allaitement. Pareil, c'est faux. Encore une fois, c'est pareil, les bulles des boissons gazeuses ne passent pas dans le sang, donc ça ne passe pas dans le lait. C'est toujours pareil. Ok, donc en gros, à la question, est-ce que je peux manger tout quand je suis enceinte ? C'est oui, sauf allergie. Et ça, en fait, c'est aussi sur ces diagnostics médicaux derrière, etc. On observe son bébé et si effectivement on a un doute, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin, à son pédiatre. Ok, alors passer la partie alimentation pure de la maman, il est commun de dire, et moi j'entends beaucoup ça avec des mamans qui ont eu un allaitement qui a été entre guillemets un échec à un moment, que leur lait n'était pas assez nourrissant. Oui, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Dès qu'il y a un souci de prise de poids chez le bébé, pas dès qu'il y a un souci de prise de poids, mais assez régulièrement, c'est ce qu'on entend, votre lait n'est pas assez nourrissant, voire même j'ai déjà entendu, il faudrait le tester. Ça n'a aucun intérêt. On peut tester le lait pour savoir s'il est assez nourrissant. La composition, voilà. Mais ça ne nous avancera pas grand-chose, puisqu'en fait, on va vite s'apercevoir que le lait, il est très bien. Est-ce qu'il y a des cas précis, des pathologies où il pourrait ne pas être assez nourrissant ou non, même pas ? Non, parce qu'on sait qu'une maman malnutrie aura un lait à un chouïa près, aussi nourrissant que le nôtre qui mangeons à notre faim. D'accord. Et voilà. C'est peut-être elle qui va trinquer, mais certainement pas le lait et Exactement. Donc le bébé. L'idée, c'est que le corps va puiser dans l'organisme, dans les réserves de la maman, pour fabriquer un lait de bonne qualité. Donc il n'y aura pas de souci pour le bébé. Donc idée reçue totalement fausse. Oui, la seule chose où on peut effectivement jouer un petit peu, c'est sur les graisses. C'est-à-dire, ça ne modifiera pas la quantité de graisse dans le lait, par contre on peut faire modifier un petit peu sa qualité. Donc en ciblant par exemple les acides gras essentiels, effectivement, tout ce qui est source d'oméga 3, oméga 6, le poisson par exemple, les fruits à coque, les amandes, voilà. D'accord, donc ça va être des choses intéressantes à consommer en revanche pendant l'allaitement. Oui, tout à fait. Pour améliorer la qualité, entre guillemets, enfin un lait à 100% parfait, quoi. Oui, on va dire ça. Pour moi, il est toujours parfait, le lait maternel. Il est toujours parfait. Et il sera plus que parfait encore si dans l'alimentation, c'est bien, il y a des bons acides gras essentiels. C'est ça. Il sera toujours supérieur à du lait artificiel. Je veux dire, même une maman qui ne mangerait pas de manière équilibrée. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir une alimentation qui n'est pas toujours parfaite. Voilà. Parce le lait le restera. Tout à fait. Ok, super. Bon, ça, c'est une super info. Donc, mesdames, si jamais vous vous entendez dire par... qui le veut bien, votre belle-mère ou autre, que votre lait n'est pas assez nourrissant, et que d'ailleurs le sien n'était pas assez nourrissant, et que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu vous allaiter ou allaiter votre mari, alors
C'était faux, elle a reçu une mauvaise information. Idée reçue numéro 3, il faut boire beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de lait. Est-ce que c'est vrai? Alors, le lait est donc fabriqué à partir du sang, comme je disais avant, et donc forcément dans le sang il y a de l'eau, et donc c'est ce qui sert effectivement, enfin l'organisme va puiser cette eau en partie pour fabriquer le lait, c'est vrai. Donc quand on est déshydraté, effectivement il pourrait y avoir un impact sur la quantité de lait. Mais bon, de manière générale, nous ne sommes pas déshydratés, et donc si on boit plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va aller beaucoup aux toilettes pour uriner, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça finalement. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est une énorme idée reçue. C'est-à-dire que boire 4 litres d'eau par jour ne fera pas que vous aurez plus de lait. Ce qui compte prioritairement, c'est le drainage du sein. Okay. Plus les seins sont drainés régulièrement et plus ils sont bien et drainés efficacement, plus vous aurez du lait. Boire plus, ça fera que voilà, vous irez plus aux toilettes, mais vous n'aurez pas plus de lait. Donc il faut boire à sa soif. C'est vrai qu'en début d'allaitement, avec les pics d'ocytocine, c'est juste hormonal. On peut, au moment où on donne le sein, avoir soif, ce qui va passer par la suite. Mais on se fie à ses sensations. Buvez ce que vous avez envie de boire en termes de quantité. Voilà. D'accord. Alors du coup, j'ai une petite question, mais je parle pour moi. Dans mon allaitement à moi, j'avais énormément de lait quand ça a démarré, voire un peu trop, et c'était aussi un problème, parce que parfois avoir trop de lait est un problème aussi, on en parlera une autre fois. Et quand je buvais beaucoup, parce que je vous raconte ma vie, mais j'avais une infection urinaire et donc du coup je buvais beaucoup pour drainer les reins et la vessie. J'avais l'impression que ça relançait complètement mon problème de trop de lait, entre guillemets. Est-ce que c'était une imagination pour moi et que c'était juste là de façon concomitante au moment où je buvais trop, ou est-ce que sur certaines catégories de femmes ça peut quand même majorer une lactation? Non, à moins que vous manquiez d'hydratation. Voilà, ça c'est possible du coup, ce qui est peut-être d'ailleurs en lien avec une infection urinaire, parce que parfois l'infection urinaire est favorisée par le fait qu'on ne boit pas beaucoup, donc c'est peut-être ça. D'accord, ok. Bon, enfin normalement, il n'y a pas besoin de boire plus d'eau que ça. Non, il ne faut pas se forcer à boire de l'eau. Voilà, ça sert à rien de boire 5 litres d'eau dans la journée. Prévoir un petit verre d'eau, un thé au moment où vous allaitez, parce qu'effectivement avec l'ocytocine, voilà. Et puis, mais juste à l'envie. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, 4e question. Je crois que c'est le truc qu'on entend le plus quand il y a un souci au démarrage de l'allaitement, que ce soit un bébé qui prenne pas assez de poids, que ce soit tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, il y a un problème. C'est un peu toujours la faute de l'allaitement, d'ailleurs, dans les premiers temps. Mais la phrase qu'on entend le plus, et alors avec des mamans qui ont déjà un enfant et qui n'ont pas réussi à allaiter, c'est « je n'avais pas assez de lait ». Donc après le lait pas assez nourrissant, je n'ai pas assez de lait. Je crois qu'elle revient en top de liste, celle-ci. C'est quand même la numéro 1. On l'a mise en numéro 4, mais ça aurait pu être la numéro 1. Je n'ai pas assez de lait, que se passe-t-il? Alors, rares sont les mamans qui, à la base, ont une hypolactation. Donc, hypolactation, une lactation pas assez importante. Hypo, dans les termes médicaux, c'est hypo, c'est pas assez, hyper, c'est trop. C'est ça. Donc c'est rare. Alors il y a des causes, l'hypoplasie, des troubles hormonaux importants par exemple, une réduction mammaire, parce que malheureusement parfois le chirurgien va être obligé de faire une cicatrice, c'est-à-dire au niveau autour de l'aréole, il va sectionner des canaux. Donc effectivement, ça peut avoir un impact. Alors c'est pas obligé. Par exemple les ovaires, ce qu'on appelle les ovaires polykystiques, qui est un trouble de la fertilité chez la femme, qui entraîne un trouble de la fertilité, peut entraîner des hypolactations, mais ce n'est pas sûr dès le départ. Donc, il ne faut surtout pas que les mamans se disent « j'ai tel ou tel souci, c'est sûr et certain, je ne pourrai pas allaiter ». En fait, déjà, il faut essayer. C'est juste un facteur de risque, de manquer un peu de lait. Exactement, mais il faut voir ce qui se passe. J'ai déjà eu une maman avec une réduction mammaire. D'ailleurs, à la maternité, on lui avait dit que elle ne pourrait pas allaiter totalement et on lui a demandé de donner des compléments tout de suite. J'ai revu cette maman au bout d'un mois. Pourquoi ? Parce qu'elle était en hyperlactation. Elle débordait de lait. D'accord. Ce qui était assez comique vu le démarrage. Oui. Voilà. Donc, même si, alors admettons après, dans le pire des cas, effectivement, il y a un impact sur la lactation, on peut au moins espérer un allaitement au moins partiel, un allaitement maternel partiel. Donc, tout est possible. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas partir dans l'idée que ça y est, c'est foutu, oui, que ce sera pas c'est joué possible. tout de suite. Voilà.
Non, surtout pas. Ok, très bien. C'est très important. Juste une petite parenthèse, la réduction mammaire, si jamais quelqu'un se demandait ce que c'était, c'est y a des femmes qui ont une poitrine tellement importante et ça peut être gênant, que ce soit physiquement ou psychologiquement, qu'on peut réduire la taille des seins par chirurgie. On sectionne une partie éventuellement de la glande mammaire et des canaux, comme tu l'expliquais, donc c'est ça la réduction mammaire. Ok, d'autres raisons de manquer de lait ? Alors, faut partir. L'allaitement, c'est finalement très simple. C'est comme je disais tout à l'heure, plus les seins sont drainés, plus il y aura du lait. Moins ils sont drainés, moins il y aura du lait. Donc généralement, il y a 2 cas de figure. Quand il y a ce phénomène de pas assez de lait, alors déjà, ça veut dire que c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on peut y remédier, puisque je disais tout à l'heure qu'il est très rare à la base de manquer de lait. Oui. Et donc, pour moi, il y a deux causes principales. La première, c'est les conseils qui vont avoir été donnés à la maman. D'accord. Alors le premier, c'est tu as trop ton bébé au sein, il est beaucoup trop souvent au sein, il prend trop de poids, tu devrais espacer le nombre de tétées, c'est pas normal qu'il mange autant. Alors là, c'est quand elle manque de lait qu'on leur dit ça ? Non, on va leur dire à la base, ton bébé, tout se passe bien, et on va dire à la maman, ton bébé, vraiment à chaque fois que je viens, ton bébé est tout le temps au sein. Ou alors un professionnel de santé, malheureusement, on peut l'entendre également, mais il va prendre votre sein pour une tétine, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment qu'il y ait un espace entre les tétées, c'est ça qui va lui donner mal au ventre ou des reflux. D'accord, donc ça, du coup, le fait de moins faire téter son bébé sous ces conseils-là peut engendrer un manque de lait. Oui. Parce que le sein sera plus assez drainé. Exactement. Et donc ne produira plus assez. Alors, sachant qu'il y a des tétées, ce qu'on appelle des tétées nutritives, qui vont apporter prioritairement le lait pour le côté nutritif. Et puis on a des tétées qui sont moins nutritives, qui ont également un rôle sur la lactation, puisqu'on a plein de récepteurs au niveau de l'aréole qui stimulent. Il y a une réaction hormonale quand on a son bébé au sein. On libère les hormones du plaisir, qui sont également les hormones de l'allaitement. Donc en fait, il faut faire confiance à son bébé. Je sais que c'est difficile, mais les mamans savent au fond d'elles ce qu'elles ont à faire. De toute façon, quand leur bébé manifeste cette envie d'aller au sein, elles ont envie de le mettre au sein naturellement. D'accord. Je sais que c'est très difficile. Voilà, on est beaucoup parasités. Alors les gens pensent bien faire, qui donnent ce genre de conseils. Oui, bien sûr, c'est toujours en toute bonne foi. Voilà, mais au final, il faut faire confiance à son bébé, sachant que les premières semaines, effectivement, il y a un certain nombre de tétées. Alors on dit en moyenne entre 8 et 12 tétées par 24 heures. Sachant qu'il y a également ce qu'on appelle les pics de croissance qui vont se greffer là-dessus, c'est-à-dire des moments où le bébé va téter plus que ce qu'il tète normalement, donc des journées où il va aller beaucoup, beaucoup plus au sein. En fait, lui, il tète beaucoup pour faire augmenter la lactation parce qu'il grandit, qu'il a besoin de plus de lait. Ouais, et ces journées-là où bébé est souvent irritable, scotché à nous, c'est les journées, alors si vous avez une écharpe de portage ou vous la quittez pas trop, vous allez faire pipi en écharpe, etc. Ça peut donner l'impression d'un bébé qui a faim, en fait, qui n'aurait pas assez, entre guillemets. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des moments où il faut s'accrocher et attendre parce qu'il est en train de faire le job pour la suite. Exactement. Oui. Après, il y a aussi limiter le temps des tétées. Alors, il y avait le nombre des tétées et il y a le temps des tétées également. Donc, il n'est pas rare que j'entende une maman me dire, on m'a donné comme conseil que c'était 10 minutes sur chaque sein. Mais en fait... c'est arbitraire. C'est très... Comment dire c'est très chronométré, oui. Chaque bébé est différent, chaque succion est différente, chaque maman l'est également. Donc le temps des tétées est très variable d'une femme, d'un bébé à l'autre, et aussi d'un moment de la journée à l'autre. D'accord. Voilà. Donc il est important de laisser un bébé bien finir de drainer un sein. Pourquoi ? Parce que le lait qui arrive Alors plus le sein est drainé, plus le lait devient calorique, il devient gras. Alors ça ne veut pas dire que le lait de début de tétée n'apporte rien, parce que j'entends beaucoup le lait de début de tétée, ce n'est que de l'eau et du sucre. C'est pas vrai. C'est déjà plein de bonnes choses, c'est déjà aussi du gras. Mais plus la tétée avance, et effectivement, plus c'est gras. Donc il est important de laisser un bébé drainer. Il y en a qui vont mettre un quart d'heure, il y en a d'autres, il va leur falloir 30 minutes, il y en a d'autres, c'est 40. Et selon le moment de la journée, les tétées ne durent pas le même temps. Ok. Donc un conseil, ne regardez pas votre montre. Ouais. Laissez faire votre bébé. Ça demande Exactement. quand même un certain lâcher-prise qui est hyper difficile quand on est jeune maman et qu'on veut profondément nourrir son bébé et qu'il ne manque de rien. Tout à fait. Voilà. Et il y a aussi autre chose qu'on conseille, qui est beaucoup conseillé, c'est de donner qu'un seul sein par tétée. Or, il y a beaucoup de bébés qui en fait prendraient bien les deux. Et donc même s'ils ne restent pas longtemps sur le deuxième sein, à chaque fois ils prennent une petite quantité supplémentaire, et ça sur 10 tétées, ça fait une sacrée quantité supplémentaire à la fin de la journée. Et en plus ça stimule bien la lactation, puisque comme je disais, plus les seins sont drainés, plus il y a du lait. Ok, ouais, plus on vide, plus ça se remplit, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Faire simple.
Ok. D'autres raisons de manquer de lait? Est-ce qu'il y a des raisons qui seraient inhérentes au bébé? Et oui, exactement. Donc on va dire que la deuxième cause, c'est effectivement un problème au niveau de la succion du bébé. Alors ça c'est vraiment très compliqué parce que autant on a des tableaux où immédiatement on peut identifier qu'il y a un souci, où la maman va avoir de grosses douleurs, des crevasses, où va y avoir un souci de prise de poids, et puis parfois... donc là on s'affole vite. Là, on peut se dire, bon, effectivement, par exemple, les crevasses, voilà, c'est signe qu'effectivement, alors peut-être c'est la position, mais ça peut être la succion du bébé, donc en tout cas, ça nous alerte. Et parfois, ça se passe très très bien, voire même, on a des bébés qui ont des prises de poids vraiment énormes les 3 premiers mois, et puis après, on va observer une stagnation au niveau de la prise de poids. Alors, pas forcément une stagnation, mais au moins un ralentissement. La maman, on a toujours pas mal, il y a toujours autant de tétés. Et donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce bébé, du coup, il tétait pas bien depuis le départ ou il se met à mal téter à 3 mois? Il tétait pas bien depuis le départ, sauf qu'au début, on est très dépendant des hormones pour produire du lait. Et donc, au départ, ça se passe plutôt bien, ça s'équilibre bien. Et puis, sauf qu'au bout d'un moment, on passe à ce qu'on appelle en lactation autocrine, c'est-à-dire que c'est le bébé lui-même qui fait le travail pour obtenir du lait. Si depuis le début, on a un bébé qui n'est pas efficace, et à ce moment-là, il n'y arrive plus. Il n'arrive plus à obtenir du lait. Donc ça fonctionnait tant que le sein marchait un peu tout seul, en fait, s'auto-entretenait dans sa production. Exactement. Et puis un beau jour, le sein finit quand même par lâcher un peu le morceau et le bébé doit relayer et là, ça colle plus. Par exemple, il y a des mamans qui ont un réflexe d'éjection fort, c'est-à-dire qu'au moment où le lait sort, ça sort vraiment très très vite. Il y a des bébés, sincèrement, qui pourraient mettre juste la tête sous le sein de leur maman sans se mettre en succion et qui arrivent à obtenir une grosse quantité de lait. Donc forcément, ces bébés-là, par exemple, qui ont pas une succion optimale, et eux, au début, ça marche très bien, sauf qu'après, quand ça ne vient plus tout seul, et là, ça devient problématique. Ouais, donc ça peut être des mamans, en fait, qui ont l'impression de déborder complètement au départ, et puis qui, au bout de 3 mois, ont les seins complètement mous, et un bébé qui réclame tout le temps parce qu'il a faim. Tout à fait, voilà. Puis une dernière chose, donc, par rapport à la tétine, la tutute, la totote. Donc l'idée, sous son petit nom, la tute. L'idée, c'est pas de culpabiliser les parents parce que je sais qu'il y a des moments difficiles. Moi-même, en tant que maman, il m'est arrivé de la donner. Voilà, il y a des moments où on craque, où on est fatigué. Mais voilà, c'est important de savoir quand même que ça peut avoir un impact négatif sur l'allaitement. Donc, comme je disais au début, il y a des tétées qui sont nutritives, d'autres qui le sont moins. Et donc, le bébé va en fait combler son besoin de succion avec le sein de la maman, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut jamais oublier qu'on a été inventé bien avant la tétine. Et que ça servait à ça aussi. Voilà. Et donc, le bébé va déjà faire sauter ses tétées non nutritives avec la tétine. Et en plus, chez certains bébés, certains vont avoir une sensation de satiété avec cette tétine. Du coup, ils vont en oublier de manger presque. D'accord. Voilà. Et donc, on peut voir des impacts sur la prise de poids. Parfois, voilà, c'est assez flagrant. On demande aux parents, mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier à partir de tel moment? On voit que la courbe de poids ralentit. Bah oui, là, on a mis la tétine et par exemple, il y avait 4 tétées la nuit, il n'y en a plus qu'une. D'accord, voilà. Ok. Donc, quand votre belle-mère... J'ai rien contre les belles-mères, hein, j'adore ma belle-mère. En plus, si elle m'écoute un jour, je l'adore et elle m'a jamais dit ça. Mais si votre belle-mère, votre belle-tante ou grand-tati, ceci, cela, vous dit « il prend ton sein pour une tétine, tu ne devrais pas le laisser téter toute la journée », il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Il faut vous écouter que vous. On dit oui, est-ce que vous voulez bien avec votre bébé? C'est ça. Ok, super. On passe à la question suivante. Allaiter, ça fait mal et c'est normal, au moins dans les premiers temps. Est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est pareil, là je crois qu'on est sur le numéro 2. Hein, c'est quand on veut allaiter, on a toujours une copine pour nous dire c'est ça. Mais il paraît que ça fait hyper mal. D'ailleurs moi, mon premier, ça a été horrible. J'ai eu 2 crevasses et j'ai eu hyper mal pendant 3 mois jusqu'à ce que j'arrête. Et d'ailleurs je sais même pas comment j'ai tenu 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette copine si jamais un jour elle en a un deuxième? Que ça serait bien de voir quelqu'un qui serait formé à l'allaitement. Ça serait une bonne idée pour faire un point et voir ce qui ne va pas. Alors les premiers jours, il peut y avoir une petite sensibilité en début de tétée. C'est normal, c'est hormonal, ça reste une sensibilité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en avoir les larmes aux yeux, ça ne doit pas amener des crevasses. On ne doit pas serrer les dents non. Pour ça. Non. Vraiment pas. Donc ça dure quelques jours, voilà, c'est vraiment début de tétée, ça dure quelques secondes et après c'est fini. Et normalement, c'est bon, on n'a plus mal. Enfin, on n'a plus mal, on n'a plus cette sensation un peu désagréable en début de tétée. Voilà. Donc l'allaitement n'est pas censé faire mal du tout. L'allaitement n'est pas censé faire mal. Et autre petite idée reçue parmi cette grosse idée reçue, c'est pas parce que le bébé tète trop souvent qu'il fait mal à sa maman. Oui. Un bébé qui tète bien pourrait rester 24 heures sur 24 au sein, j'exagère, mais
il ne ferait pas mal à sa maman s'il tète correctement et qu'il est bien positionné. Ouais, donc le coup de il tète tellement bien qu'il vous fait mal, il tète tellement bien et tellement fort qu'il vous fait des crevasses, c'est assez non, quoi. Parce que moi, les gens qui disent ça, j'ai envie de leur répondre, mais allons à l'extrême. Eh ben, mettez plus votre bébé au sein, puis vous verrez que vous n'aurez plus mal. Oui, bon, ça c'est un peu embêtant pour la lactation, là. C'est sûr. Mais voilà, si on veut aller à l'extrême, donc si la maman elle a des douleurs, c'est important de se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut chercher la cause, Est-ce toujours. que ma position est bonne ? Est-ce que... numéro 1, les positions. Les positions, parce que parfois, ça tient un peu de choses. Voilà. Ouais. Et nous, quand on allaite, maman, forcément, on n'a pas un œil extérieur, on ne se voit pas allaiter. Donc, c'est important de demander à un professionnel, par exemple en maternité, une sage-femme, une auxiliaire de périculture, une péricultrice, voilà, juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez regarder ma position ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît... qu'on pourrait améliorer. Voilà, c'est vraiment intéressant de demander. Après, ça peut venir effectivement d'un problème de succion au niveau du bébé. La peau trop fragile chez la maman, c'est pareil, ça n'existe pas. Ouais, j'ai la peau des seins fragiles, ça va pas. Mon sein, il est mal formé, mon bébé arrive pas à le prendre, il me fait mal. Non. Fausse idée reçue. Idée reçue. Nous sommes faites pour allaiter à la base. Nous sommes des mammifères. Nos bébés sont faits pour qu'importe être la forme du sein et le style de peau, on est adapté pour allaiter. Voilà, donc il faut aller rechercher une cause. C'est vraiment très très important parce que si on a mal, consciemment ou inconsciemment, on va en venir à espacer les tétés, peut-être les raccourcir. Et puis au bout d'un moment, voilà, la fatigue s'ajoutant, la baisse des hormones, etc., la douleur, au bout d'un moment, elle devient insupportable. Ça se comprend. Donc c'est important d'avoir quelqu'un pour vous aider à trouver la cause du problème. Donc c'est là qu'il faut absolument contacter des consultantes en lactation comme toi, IBCLC de préférence, parce que... Une association sur l'allaitement, une sage-femme qui a des bonnes bases en allaitement, qui n'est pas forcément consultante, mais qui est intéressée par ça et qui pourra vraiment vous apporter un soutien et une solution. Alors notamment en termes de solutions, ce qu'on voit beaucoup actuellement, c'est les bouts de sein. C'est vraiment très fréquent. Moi, je reçois beaucoup de mamans au cabinet à qui on a posé, entre guillemets, des bouts de sein pour essayer de limiter la douleur. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est une solution pérenne ? Non. Très clairement, non. Okay, c'est comme si vous aviez de la fièvre et vous preniez du paracétamol. Voilà, ça fait 1 semaine que vous avez de la fièvre, vous prenez du paracétamol, vous n'avez plus de fièvre, c'est très bien. N'empêche qu'à la base, il y a bien une raison pour laquelle vous avez de la fièvre. Une infection, un virus, n'importe quoi, mais en tout cas, il y a forcément une raison. Donc les bouts de sein, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on les met en place, d'accord, mais on n'a pas réglé le problème de base. Pourquoi est-ce qu'il y avait des crevasses ? Et ça, c'est embêtant, parce que si par exemple le bébé tète pas bien, et bien d'accord, on a mis les bouts de sein, donc la maman n'a plus mal, n'empêche qu'au bout, on a toujours un bébé qui tète pas bien. Et donc, qui va mal stimuler, qui va peut-être pas prendre assez de lait, qui va peut-être induire une baisse de lactation chez la maman, etc. etc. Oui, le bébé n'est pas un virus qui s'en va tout seul au bout d'une semaine. Malheureusement, non. Et les bouts de sein ont un effet secondaire, c'est que ça entraîne, alors pas toujours immédiatement, mais en tout cas dans les semaines qui vont suivre, ça peut entraîner une baisse de lactation. D'accord. Okay. Même si le bébé tète bien, parce que celle-là, c'est pas tout à fait pareil. Le sein n'est pas stimulé pareil par un bébé sur un bout de sein que. Exactement. Voilà. Donc disons que les bouts de sein. Alors, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Si une maman est à 2 doigts de lâcher l'allaitement parce qu'elle a vraiment très très mal. C'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire. Je préfère voir une maman allaiter avec des bouts de sein que pas d'allaitement du tout. Donc pourquoi pas, mais c'est une aide vraiment temporaire. Donc moi je dis toujours aux mamans, les bouts de sein c'est comme un bon ami. C'est bien, il est là, il nous aide, mais c'est bien qu'il tape pas l'incruste. Donc en gros, à bout d'un moment, on doit chercher à le retirer. Ok. Super. Le bout de sein, c'est comme un bon ami. Elle restera celle-ci. On passe à la question d'après, c'est bon ? Sur allaiter, ça fait mal et c'est normal. De toute façon, on y reviendra dans d'autres épisodes. Les douleurs de démarrage d'allaitement, c'est quand même un gros sujet, mais c'était pour dire que déjà, si on a compris que c'était pas normal, on est déjà avancé. L'allaitement maternel, c'est fatigant. Alors ça, c'est pareil. C'est quand même un truc qu'on entend régulièrement. Alors moi qui ai allaité pendant 1 an et qui était exténuée pour 1000 autres raisons, c'était toujours la faute de mon fils et du fait qu'il tétait encore à 11 mois qui faisait que j'étais crevée et que j'avais perdu du poids, etc. Alors là, l'allaitement maternel, ça fatigue. Alors j'ai plutôt envie de dire que c'est le fait d'avoir
un nouveau-né qui fatigue. Oui, c'est clair. Parce que même un bébé qui est nourri au biberon, il va avoir besoin d'être porté. Parce qu'encore une fois, nous sommes des mammifères et donc nos bébés ont besoin de contact. Il faut imaginer que maman Cro-Magnon, à l'époque, elle ne mettait pas son bébé à l'autre bout de la grotte parce qu'elle aurait eu trop peur qu'il lui arrive quelque chose. Et donc, c'est un instinct primaire. Voilà, nos bébés ont ce besoin d'être rassurés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé 9 mois dans notre ventre. Ils n'avaient ni chaud ni froid, ils étaient bien à bonne 37 température. degrés en permanence, nourris en permanence, pas la bercés en sensation de permanence. faim, pas de douleur, ils étaient bercés par les mouvements de maman, sa voix, les battements de son cœur, merveilleux. Et là, ils sortent et c'est complètement un univers complètement inconnu pour eux. Donc, quoi de mieux que les bras de maman ou même de papa, parce que voilà, ils reconnaissent leur papa et la voix, etc. Ils sont aussi rassurés. Forcément, voilà, ça explique pourquoi nos bébés ont besoin de nous et ça explique pourquoi même un bébé au biberon va avoir besoin de beaucoup de contact. Ouais, donc ça fatigue. Et l'allaitement, lui, alors il fatigue ou pas? Alors, quand on allaite, ce qui est important, on conseille aux parents, surtout à la maman, d'avoir une proximité importante avec son bébé pour voir ce qu'on appelle les fameux signes d'éveil, pour donner le sein dès que le bébé manifeste l'envie de téter. Donc une proximité, c'est important. Ça permet aussi à la maman, en fait, de se synchroniser avec son bébé. Ok. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller, mais peut-être quelques secondes avant que bébé se réveille. Donc vraiment les cycles de sommeil vont se caler en même temps. Donc déjà à ce niveau-là, on n'est pas réveillé au milieu d'une grosse phase de sommeil. Il y a aussi autre chose, c'est que quand on allaite, on va libérer donc des hormones, notamment la prolactine, l'ocytocine, qui sont des hormones apaisantes, relaxantes, et qui vont nous aider à nous rendormir assez rapidement. Ah, donc c'est plutôt plus facile de se rendormir alors après avoir donné le sein qu'après avoir donné un biberon? Exactement. Oui. Hormonalement, c'est plus facile. Alors, hormonalement, c'est plus facile. Il y a aussi autre chose. Alors, ça paraît tout bête, mais quand vous donnez le sein, par exemple, et bébé est dans la chambre, même si bébé est pas en cododo dans le lit ou dans un lit cododo, on se lève, on prend son bébé, on le met au sein. Là, il faut imaginer, il faut se lever, allumer la lumière, préparer le biberon, le faire chauffer. Mettre la bonne dose de 5 fois les 30 ou 3 fois. Et faire ce les qui calculs. Réveille beaucoup plus. Là, se vous allumez la lumière. Recommencer. Voilà, exactement. Donc voilà, après, il est normal qu'un bébé se réveille beaucoup. Ils ont des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus courts que nous, à la base. Donc, déjà, partant de ce constat-là, il est normal qu'un bébé ait des nuits hachées au début, même un peu par la suite d'ailleurs. C'est toujours pas fini chez nous. C'est-à-dire que le sommeil n'est pas acquis chez un enfant avant l'âge de 3 ans. En tout cas, le sommeil est une acquisition, pas un apprentissage. Exactement. Voilà. Ça fera l'objet, pareil, d'un autre épisode. Le sommeil, c'est... Voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un bébé, alors on dit toujours faire ses nuits, d'ailleurs c'est très marrant comme terme, parce qu'ils font leurs nuits, pas les nôtres, oui. Ils font pas les nôtres, malheureusement d'ailleurs, mais ils font pas les nôtres. Donc un enfant qui par exemple va faire, 8 heures d'affilée, peut-être à 2 mois, peut-être qu'à 4 mois il les fera plus, parce que la moindre chose peut raccourcir les nuits. Ils sont malades. La maladie, une poussée dentaire, un vaccin, un gros changement dans la vie du bébé, un inconfort, il y a mille et une raisons. La reprise du travail de la maman, et le bébé va avoir envie de retrouver sa maman pour un petit câlin et se rassurer. Comme je dis toujours à mes patients qui me disent « Ah, c'est super, il fait ses nuits, là, il a 3 mois, et puis ça y est, il fait ses nuits. » Je leur dis « Ok, alors on fanfaronne pas trop vite, on ne fanfaronne jamais avec après, il y a les cauchemars, les terreurs nocturnes, bref. » Parce que c'est toujours le jour où on dit qu'il fait ses nuits, que la nuit d'après, et vous en prenez pour 3 réveils. Ou plus, voilà. Si affinité. Ok, super. Donc l'allaitement maternel ne fatigue pas plus qu'autre chose finalement non. La maman. Non. Ok. On ne peut pas allaiter quand on est malade. Alors ça c'est vrai. Alors, à 2 niveaux, est-ce qu'on dit ça? Est-ce que c'est lié à la maladie en elle-même? Est-ce que c'est lié au traitement qu'il faut prendre? Les deux. Je dirais les deux. J'entends ça à cause de ces deux choses-là. Alors, il est très rare que la maman ne puisse pas allaiter quand elle est malade. C'est vraiment des choses très précises. Et encore, ça dépend des pays. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment... Globalement, on peut allaiter en ayant la grippe, en ayant une gastroentérite, en ayant le Covid-19. Voilà, c'est important de le dire. Et est-ce que c'est mieux d'allaiter quand on est malade alors, si on prend la question à l'inverse? Alors oui, il n'est pas du tout recommandé d'arrêter l'allaitement à ce moment-là. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a souvent une période d'incubation, plus ou moins longue selon les maladies, où de toute façon, on peut potentiellement être contagieux. Et donc, on n'a pas pris de précautions particulières avec son bébé. Ouais, donc on a peut-être déjà contaminé son bébé avant d'avoir les symptômes. Oui, le mal est peut-être déjà fait, donc... Déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que le lait ne va pas contaminer le bébé.
D'accord. Et puis surtout, c'est que la maman, elle va produire des anticorps pour se défendre, et ces anticorps vont passer dans son lait. Donc le bébé, il va se soigner peut-être plus facilement en buvant du lait maternel. On peut observer 2 choses, soit le bébé va pas du tout être malade, soit il va être malade, mais peut-être moins longtemps et moins fortement que ce que ça aurait dû être à la base s'il n'avait pas été allaité. Ok. Oui, donc en fait, on peut très bien allaiter quand on est malade. Et alors, au sujet des traitements qu'on prend quand on est malade, ça, c'est hyper commun aussi d'entendre une maman dire j'ai eu tel truc, j'ai pris tel traitement et c'était pas. Enfin, on m'a dit que je pouvais pas continuer d'allaiter. J'ai eu ça aussi avec. J'ai été opérée, donc du coup, j'ai pas pu allaiter parce qu'on m'a donné tel traitement après. Est-ce que à chaque fois qu'on a un traitement, c'est incompatible? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand on est malade, on a le droit de se soigner même quand on allaite. Et ça, c'est important. C'est hyper important parce que, par exemple, un truc peut-être tout bête, c'est l'abcès dentaire. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. L'abcès dentaire, où on se dit, bon, c'est pas grave, tant pis, j'ai une infection, je devrais avoir des antibiotiques, mais bon, j'allaite, donc non. Par exemple, un abcès dentaire peut dégénérer et malheureusement, ça peut s'aggraver. Et donc là, pour le coup, oui, il n'y aura plus d'allaitement, mais parce que la maman sera peut-être hospitalisée pour une longue période. Alors, on ne va pas faire le pire des scénarios, mais en tout cas, ça pourrait devenir franchement grave pour la maman. Okay. Et là, il ne sera même plus question d'allaitement. Oui. Ouais, donc il faut se soigner. Il ne faut pas procrastiner avec la santé parce qu'on est en train d'allaiter et qu'on a peur qu'on nous dise d'arrêter. Il faut prendre soin de soi et il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, sa sage-femme, pour voir si on nécessite ou pas un traitement. Beaucoup de traitements sont compatibles avec l'allaitement. Il faut savoir que les laboratoires font jamais, ou très rarement, des tests sur les femmes enceintes et allaitantes parce que ça coûte très cher. C'est pas une population sur laquelle on teste parce qu'on n'a pas envie d'aller faire des tests sur eux en plus. Non, très clairement non. Donc c'est pour ça que sur la majorité des notices, vous avez soit des conseillers en cas d'allaitement et de grossesse, ou alors demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mais est-ce qu'il y a quand même des endroits où on peut mieux se renseigner du coup que ces notices de médicaments? Oui, très facilement en plus. Donc il y a des sites internet, il y a notamment le CRAT, C-R-A-T, qui est fait par l'hôpital Trousseau, donc c'est très sérieux. Voilà, donc vous tapez le nom du médicament, c'est très simple, et vous allez savoir si c'est compatible avec la grossesse, avec l'allaitement, s'il y a des choses particulières à savoir au niveau de la durée du traitement, le dosage. Bref, tout y est indiqué. Si le traitement n'est pas compatible avec l'allaitement, c'est génial parce qu'en plus, il vous donne une alternative. Donc, par exemple, moi, je dis toujours aux mamans, vous allez chez le médecin. Si le médecin vous dit, voilà, je vous donne tel traitement, c'est pas compatible avec l'allaitement, eh ben, n'hésitez pas à lui dire, est-ce que vous avez regardé sur le CRAT? Comme ça, s'il connaît, il va regarder, il aura une alternative de traitement. S'il connaît pas, bah voilà, vous comme ça, il connaît. Ben voilà. Super, et ça en fait un de plus d'informer. Alors, il y a Ilactantia aussi. Après, il y a aussi les lactariums qui sont là pour ça. On ne le sait pas toujours, mais il ne faut pas hésiter à les contacter. Et il y a quelqu'un qui répondra volontiers à votre question concernant un médicament, un examen à passer médical, une anesthésie, donc le etc. Joue ce rôle d'information. Oui. Donc, le lactarium, c'est l'endroit où aussi on collecte du lait quand les femmes font des dons de lait. Pareil, on en parlera dans un épisode 2. Voilà, visiblement, ils font aussi de l'information sur ces sujets-là, donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Parfois, c'est vrai qu'il est plus rassurant de l'entendre directement de la bouche de quelqu'un que sur un site internet. Et donc appeler le lactarium. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter. Voilà, vous ne les embêterez pas, au contraire. Ok. Idée reçue numéro 8. Une femme ayant une petite poitrine ne pourra pas allaiter. Alors moi, je connais déjà la réponse parce que j'ai juste pas de poitrine et je débordais. Donc nous sommes à deux en ce moment les preuves vivantes que cette affirmation est complètement fausse, voire même que ça peut être le problème inverse. Alors raconte-nous, Émilie. Alors, la taille des seins, ça dépend du tissu graisseux. Et en fait, le lait n'est pas fabriqué à partir du tissu graisseux. Ah, le pouvoir aux petites poitrines. Voilà. Ça y est. Donc, petit sein ne signifie pas petite quantité, ne signifie pas mauvais lait, ne signifie pas allaitement écourté, pas du tout. Donc, chaque femme possède une glande mammaire, normalement, qui est divisée à peu près qui possède entre 4 et 18 lobes. Donc, en fait, pour faire très simple, il faut imaginer qu'on a une grappe de raisin dans le sein. Et chaque raisin est un petit lobe. Est une petite réserve, on va dire ça comme ça. Donc, chaque femme a un nombre de raisins différent et une grosseur de raisin différente aussi. Voilà, ça dépend c'est différent entre chaque femme, c'est même différent d'un sein à l'autre, parce qu'on a toujours une petite asymétrie. D'accord ? D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui s'en aperçoivent au moment où elles tirent leur lait. Oui, on tire souvent plus d'un sein que de l'autre. Voilà, et ça signifie pas forcément un problème. D'accord, c'est classique. Voilà, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, petit aparté, il ne faut pas utiliser le tire-lait trop tôt sur un allaitement parce que justement, on peut se faire peur, inutilement. D'accord.
Voilà. Ok. Ce sera l'objet d'un autre épisode. Exactement. On va pas rentrer dans les détails. Ok, c'est une information. Mettez-la dans un coin de votre tête, on en reparlera. Et donc chaque femme a une capacité de stockage, c'est pas très joli, mais bon, c'est le terme, une capacité de stockage différente. C'est pas joli. Et donc si on a une petite capacité de stockage, qu'est-ce qui va se passer ? On aura un bébé qui ira plus souvent au sein. Tout simplement. Il reviendra plus souvent à la source. Sachant qu'en plus, ces petits raisins vont se remplir plus ou moins vite selon le moment de la journée. D'accord. C'est-à-dire, ils se remplissent très vite, plutôt en milieu de nuit. C'est pour ça que le matin, on a vraiment la sensation d'avoir les seins qui débordent de lait. Et ils se remplissent très lentement le soir, ce qui explique qu'on a les seins très mous et qu'on a un bébé qui a besoin d'aller beaucoup au sein, parce qu'une fois que les raisins sont vides, il n'y a pas de problème, il y a du lait qui est toujours produit en continu. Mais du coup, il coule beaucoup moins vite et le bébé va devoir téter beaucoup plus de fois et beaucoup plus longtemps pour obtenir une certaine quantité. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui explique que... Les fameuses tétées groupées du soir. Voilà, les tétées groupées du soir et puis la variation entre un bébé qui, à 4 mois, tète 5 fois par jour et celui qui tète encore 12, quoi. Ok. On a tout dit sur cette question-là ? Oui. Ok. Idée reçue numéro 9, il fait chaud. Et alors, au moment où on vous parle, en plus, il fait 35 degrés. Là, on est fin juin et on crève de chaud. Alors, il faut donner de l'eau à un bébé à l'été quand il fait chaud. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout ? Alors, pour un bébé exclusivement à l'été, c'est-à-dire qui n'a pas commencé la diversification, il n'y a pas d'utilité à donner de l'eau. Et c'est même plutôt... Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire attention. C'est-à-dire que si le bébé boit de l'eau, il va remplir son estomac avec quelque chose qui n'est pas calorique, qui ne va pas l'aider à prendre du poids. Par contre, le temps qu'il digère de l'eau, il a une sensation de satiété qui arrive avec l'eau. Ah, donc ça pourrait l'empêcher d'aller demander son dû à un moment où il a faim. Exactement, en fait. Donc il va peut-être espacer cet été, d'accord ? Alors, le lait maternel, il est composé à 87-88% d'eau. Ah, donc il est parfait pour hydrater bébé, absolument. Il n'y a pas besoin de parfait. plus. Non, il n'y a pas besoin de plus. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'en période de canicule, tous les ans, c'est pareil, les mamans disent « Oh, j'ai eu un petit Ouistiti au sein pendant plusieurs jours, qui au lieu de téter, on va dire 10 fois par jour, téter peut-être 15 fois. » Alors pas forcément des grosses tétées, mais vraiment des tétées pour s'hydrater. Pour boire, ouais. Voilà. Donc encore Comme une nous, fois... on boit des verres d'eau toute la journée quand il fait chaud, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc encore une fois, il faut faire confiance à son bébé. Et on lui propose le sein autant de fois qu'on voit qu'il en a besoin. Ok, très bien. Donc si on couple ça avec un pic de croissance... Effectivement, ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Ça fait passer 2-3 journées un peu costaud. Mais on tient le coup, ça va passer. Ça va passer. C'est important de se dire que c'est normal. Déjà, je pense que ça aide. Ça aide à passer ce cap. C'est normal, il y a assez de lait, pas de soucis. Voilà, tout va bien. Mettez-vous un petit peu dans votre bulle. Prévoyez pas des rendez-vous importants, restez dans votre lit, sur votre canapé, devant une série, un film sympa, en peau à peau avec votre bébé, ça c'est génial. Le vrai peau à peau avec bébé en couche chez vous, vraiment rien. Et puis donnez le sein, reposez-vous le plus possible, c'est pas le moment de faire le ménage à fond, etc. Ça attendra plus tard. Trop chaud, de toute façon. Et voilà, donc un pic de croissance va durer quelques jours. Quand il fait chaud, on sait que le bébé va téter aussi plus longtemps. Et puis quand il fera moins chaud, on reviendra à un rythme un peu moins soutenu. Plus classique, ok. Idée reçue numéro 10, et c'est pour cette raison-là que certains épisodes de ce podcast sont réservés à des papas. Lorsque la maman allaite, on dit que le papa est exclu et qu'il ne trouve pas sa place dans la relation avec son bébé. Est-ce que c'est vrai ? D'où ça sort et pourquoi on dit ça ? Déjà, moi je pense que l'allaitement, ce n'est pas qu'une histoire de bonne femme, contrairement à ce qui peut être dit et pensé. L'allaitement, c'est une danse à trois. La maman, le bébé et joli, ça. Le papa. L'allaitement, c'est une danse à trois. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un équilibre avec ça. Le papa, il a une place primordiale. Ils sont super importants, les papas. Ils ont un rôle protecteur pour la maman, le bébé. Les papas ne se rendent pas compte à quel point la réussite d'un allaitement dépend aussi d'eux. Ouais, et de l'aide et du soutien qu'ils vont apporter. L'allaitement dépend d'eux, ça c'est intéressant. Oui. J'en suis vraiment persuadée. Et il faut aussi pas oublier qu'un enfant, un bébé, ce n'est pas qu'un tube digestif. Alors, j'aime pas trop ce terme, je trouve pas joli, mais c'est vrai, ce n'est pas qu'un tube digestif. Un bébé, ça ne se contente pas de manger, dormir. Voilà, c'est ce qu'on disait, mais il y a des dizaines et des dizaines d'années, on a évolué quand même. Oui, on disait aussi que les bébés n'avaient pas mal et que... Bon. Un bébé, ce n'est pas que l'alimentation. Un bébé, il va avoir besoin d'être porté. Un papa, ça peut faire du portage, ça peut faire du pot à pot. Allez-y, faites-vous plaisir. Un bébé a besoin d'être donc porté, d'être promené, a besoin qu'on le distrait, qu'on le fasse rire, a besoin d'être lavé.
Il a besoin de tant d'autres choses que de manger. Mais oui. Et puis, papa peut aussi prendre soin de sa femme quand elle allait, la prendre dans ses bras, lui préparer un petit quelque chose à boire ou à manger pour qu'elle soit bien, l'aider à s'installer. On se rend pas compte, mais quand on a eu une césarienne, on a une grosse épisiotomie, on galère, papa, il va être là à côté pour aider, le coussin, etc. Ouais, du coup, il est aussi important que maman qui est en train de donner le sein, parce qu'il permet à maman de donner le sein, finalement. Exactement. Ouais. Il est vraiment très très important, ce papa. Donc il faut vraiment. Je peux comprendre que ça peut être frustrant pour un papa, de dire l'alimentation c'est important et j'y participerai pas. Je peux comprendre, mais c'est pas vrai. Il y participera, mais d'une autre manière. Avec un intermédiaire, mais il y participe. Voilà. Et pleinement. Puis, après, viendra le temps de la diversification, parce qu'un enfant, ça grandit vite, ça change trop vite. Et donc, la diversification arrivera, alimentaire, et là, le papa pourra s'en donner à cœur joie, faire lui-même ses purées ou ses compotes, ou donner. Donc, le moment de lui donner à manger viendra. Voilà. Et en attendant, il entoure la maman, il la soutient, et puis il peut faire plein d'autres choses avec son bébé. Exactement. Je fais un petit clin d'œil en passant à mon mari qui m'a amené mes verres d'eau, parce que je ne pensais jamais à prendre mon verre d'eau à côté de moi dans les démarrages d'allaitement. Et j'avais hyper soif. Et à chaque fois que je commençais à allaiter, et puis au bout de 30 secondes, je disais... je prendrais bien un petit verre d'eau. Il a joué le jeu tout ce temps. Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est tout à fait possible pour un papa de trouver une place. Peut-être pas celle qu'on imagine au premier abord, parce qu'on s'imagine toujours que le premier truc à faire pour un enfant, c'est le nourrir. Et puis je crois qu'en tant que parent, profondément, on veut nourrir nos gamins. On veut qu'ils manquent de rien, et donc ça passe beaucoup par l'alimentation. Mais il n'y a pas que ça, et la nourriture, elle n'est pas que physique, elle est aussi affective. Tout à fait. C'est tout aussi, voire même plus important. Oui. Dernière question, dans les idées reçues autour de l'allaitement, parce que pareil, très fréquemment, une maman enceinte, est-ce que vous avez prévu d'allaiter ? Ah oui, j'aimerais bien, mais bon, je reprends le travail à 2 mois et demi, donc je pense que je l'allaiterai 1 mois et demi, 2 mois, et puis après j'arrêterai parce que, après je reprends le travail. Est-ce que reprise du travail rime vraiment avec arrêt de l'allaitement ? Pas forcément. Alors, après, moi, je trouve que c'est toujours important de demander à la maman qu'est-ce qu'elle veut faire. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on peut et puis il y a aussi ce qu'on veut. Bien sûr. Et on a le droit de se dire, moi, j'allaite mon enfant tant que je suis à la maison en congé maternité ou même avec un petit congé parental, admettons. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de tirer mon lait sur mon lieu de travail. Voilà, ça sera derrière moi et voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Toute durée d'allaitement est importante. Même si elle est très courte. C'est-à-dire qu'une femme qui a envie d'allaiter, par exemple, juste sur la période où elle est en maternité, on doit l'encourager et l'aider à réaliser son souhait. Parce que c'est déjà énorme et ça apporte déjà plein de bonnes choses à son bébé. D'accord ? Donc, voilà, reprise du travail, ça peut signifier un arrêt si la maman le veut. Après, si elle veut continuer à allaiter, il faut savoir que la loi est de votre côté, mesdames, et que vous avez le droit à 1 heure par jour pour tirer votre lait et ou allaiter votre bébé. D'accord. L'entreprise doit mettre ça en place si la maman le demande. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'après, dans les faits, c'est pas toujours faisable. D'accord. Je pense notamment, ça m'arrive assez couramment d'avoir des mamans qui sont professeurs des écoles, qui me disent que c'est compliqué parce que les moments où les enfants sont en récréation, c'est très court. Ouais. C'est de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes, le temps de descendre les enfants, d'aller les rechercher. Parfois, elles sont surveillance dans la cour, donc elles ne peuvent pas toujours déléguer aux collègues, ce que je comprends, elles sont parfois gênées. Et donc après, il leur reste que le midi, sachant que le midi, il y a parfois des réunions de travail. Il faut manger. Il faut manger, mais accessoirement. On peut manger en tirant son lait. Voilà, oui, il y a aussi des petites techniques, on va en parler après. Mais elles ont aussi pas mal de choses à faire. Donc c'est vrai que dans les faits, c'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'y penser en amont. Par exemple, on va dire, je sais pas, il n'y a pas une durée, un moment précis, mais peut-être 3 semaines avant, par exemple, de se poser, de se dire, clairement, j'aimerais continuer mon allaitement. Qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que je puisse continuer ? Où est-ce que je vais pouvoir tirer mon lait ? Où est-ce que je vais pouvoir le conserver ? Comment ce lait va être donné à mon bébé en mon absence ?
voilà, il faut juste se poser, y réfléchir. Ça demande une petite organisation, une petite logistique. Ouais, et là, c'est vrai que c'est intéressant si on n'est pas renseigné du tout. Pareil, de contacter une consultante pour faire une consultation autour de la reprise du travail, parce qu'il y a quand même plein d'astuces pour maintenir la lactation ou l'arrêter, parce qu'encore une fois, c'est vraiment au bon vouloir des mamans et du trio qui dansent. Les sages-femmes aussi sont d'une grande aide par rapport à ça. Au moment où on va les voir, par exemple, pour la rééducation du périnée, parfois ça correspond un petit peu au moment où on va reprendre. Pas hésiter à leur poser la question. Ils y répondront volontiers sur la conservation, le temps de conservation du lait, enfin toutes ces choses-là, le tire-lait, quel tire-lait prendre. Alors, sachant qu'en plus, il y a vraiment plein de moyens qu'on peut mettre pour optimiser le moment où on va tirer son lait. Je pense à une maman qui m'avait contactée, qui était secrétaire à l'accueil et qui, en gros, elle pouvait s'absenter pour aller aux toilettes et c'est tout. Et en fait, elle avait 20 minutes pour manger. Ça s'arrêtait là. Ah oui, pas évident là dans ces conditions. Voilà. Sur le papier, ça n'a pas l'air évident. Voilà. Et donc, on a réfléchi toutes les deux, on s'est dit, mais comment on pourrait faire ? Et donc, cette maman, n'était pas très gênée avec l'idée de tirer son lait sur son lieu de travail, très clairement. Donc, on y a réfléchi, puis finalement, elle a acheté un espèce de poncho un peu léger. En fait, elle avait acheté une brassière pour caler les tétrelles, pour qu'elle tienne toute seule. Elle mettait son poncho. C'est ce qu'on pose sur le sein et qui se positionne sur le sein pour tirer le lait. Exactement, avec les petits biberons pour réceptionner, enfin les petits réceptacles. Et donc elle mettait ses tétrelles avec cette petite brassière, pas besoin de tenir les tétrelles. Elle mettait son poncho, comme ça personne ne voyait rien. Alors on entendait un petit peu le bruit du tire-lait, mais elle s'en fichait complètement. Ils sont de plus en plus silencieux. Et elle disait, il y a même certaines personnes, c'est ce qu'elle m'a dit par la suite, je sais même pas s'il y en a qui se sont rendus compte que j'étais en train de tirer mon lait en fait. Ouais, ça peut être carrément camouflé. Voilà. Ouais. Et donc Donc, du coup, elle tirait son lait ni à la pause, ni rien. Non, et du coup, elle tirait très souvent. Donc, elle amenait une bonne stimulation. Donc, c'est génial. Elle avait une bonne quantité de lait. Et super. En plus, elle n'était pas préoccupée par les quantités qui coulaient, du coup. Ce qui n'est pas plus mal. Et oui, ce qui parfois n'est pas plus mal, parce que c'est vrai que quand on tire son lait, il y a toujours une espèce de pression de qu'est-ce qui va tomber dans ce foutu biberon. Exactement. Et bon, c'est tout ce que le stress n'est pour le coup pas l'ami de l'allaitement. Et surtout, le tire-lait n'est jamais représentatif de votre lactation. Non, parce que aucun tire-lait n'arrivera jamais à la cheville de votre bébé. Qui t'aide bien. Qui t'aide bien. Ouais, oui, qu'un bébé qui t'aide bien. Mais même qui t'aide pas bien, parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que le tire-lait ne pourra jamais reproduire, c'est le lien affectif qu'on a avec son enfant. On n'est pas amoureux de son tire-lait. C'est pas faux. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ? Je ne pense pas. Non. Je pense avoir fait le tour. Alors après, des idées reçues, il y en a encore plein. Hein. Ouais, on pourra faire un deuxième épisode juste sur les idées reçues. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que ce soit trop long et parce qu'il y a déjà une somme d'informations incalculable, mais avec grand plaisir pour se refaire un épisode autour des idées reçues sur l'allaitement maternel qui sont mon cheval de bataille. Bon, parfait. On a fait le tour. Merci beaucoup Émilie du coup d'être venue répondre à toutes mes questions autour de l'allaitement, m'aider à briser ces croyances et ces idées reçues qui pas nous pourrissent la vie mais qui nous la font un peu difficile quand on a décidé qu'on voulait allaiter et qu'on entend parfois tout et parfois n'importe quoi autour de ce sujet. Pour retrouver Émilie, elle est pas très très loin de Paris. Vous pouvez la retrouver via sa page Facebook qui s'appelle Allaiter tendrement. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, Émilie. Est-ce que tu veux nous dire un dernier truc avant de partir ? Si tu sais, je pose toujours une question aux mamans avant de terminer leurs interviews et je leur demande si jamais en un mot elles pouvaient me décrire leur allaitement, quels mots elles utiliseraient. Est-ce que toi, alors comme tu es une professionnelle, je vais pas te demander tes allaitements à toi, mais si en un mot tu pouvais résumer l'allaitement au sens large, qu'est-ce que tu me dirais ? Je dirais que c'est merveilleux. Voilà, je trouve ça merveilleux, l'allaitement maternel, parce que ce n'est pas que nourrir son bébé, c'est tout plein d'autres choses. Ok, super. Merci beaucoup Émilie Chevalier et à tous et à toutes, à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous,
Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there for you.